Bonjour à tous. Merci Vanessa. Merci à l'IJD au CRUGEF là, pour avoir organisé très rapidement avant les vacances estivales un webinaire comme ça. Le projet, les résultats qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est une étude qui a été financée conjointement par le ministère de la Santé et le ministère de la Justice du Québec. On a un gros rapport qui est disponible en ligne actuellement que vous allez pouvoir consulter si vous voulez en savoir plus. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des faits, vraiment les faits saillants, ce qui ressort, les grands constats qui ressortent de l'étude. Euh, Sans plus tarder, le plan de présentation, ça va être assez simple dans le fond. Là, je vais rapidement passer avec vous les objectifs de l'étude et les méthodologies associées à chacun des objectifs. Puis ensuite, on va vraiment tout de suite passer sur les faits saillants de nos résultats. Je vais commencer avec les résultats de l'analyse quantitative. Doris va enchaîner avec l'analyse qualitative, puis Alexandra avec l'analyse juridique. Alexandra en remplacement, soit dit en passant, de Carmen Lavallée, qui pouvait malheureusement pas être là avec nous ce matin. Et après, on va se garder un petit moment pour avoir porté un regard croisé sur l'ensemble de ces angles d'analyse-là. Il y a des éléments qui ressortent là, à travers toutes les analyses qu'on a faites et qui sont intéressants là, à regarder de façon transversale. Et donc, après ça, une période d'échange. Les objectifs. Ultimement, ce projet-là, le but, c'était de mesurer l'ampleur des durées puis des délais en protection de la jeunesse, puis d'essayer de comprendre ce qui cause les délais. Mais on s'est vite rendu compte, quand on a commencé à étudier la question, qu'il nous manquait d'abord un portrait général de la judiciarisation au Québec. Donc, jusqu'à quel point les situations sont judiciarisées en protection de la jeunesse. C'est quoi la nature des procédures qui sont appliquées? Euh, euh, Combien d'audiences? Le premier objectif, dans le fond, ça a été ça, ça a été de décrire, de faire un portrait de la judiciarisation et donc ensuite de mesurer les durées. Et ces deux premiers objectifs-là vont être répondus grâce à une analyse de cohorte provinciale. Principalement, c'est des données administratives de l'ensemble des DPJ du Québec sur une douzaine d'années qu'on a regardé. Donc, on a regardé des enfants qui ont été pris en charge là, de 2010 jusqu'à 2022 à trois différents moments. Là. Donc, avec ces données-là, on couvre tout le Québec et sur un temps assez long, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des résultats assez robustes quant au taux de judiciarisation puis à l'ampleur des durées. Après ça, notre troisième objectif, c'était de comprendre ces durées-là puis les délais, quels sont les facteurs qui sont derrière ça. Et pour ça, là, on avait des méthodologies un petit peu plus diversifiées. On a voulu aller plus loin que l'analyse de cohorte puis les données administratives parce que les données administratives nous donnent un peu d'informations sur les circonstances, le contexte qui entoure l'intervention. Alors, pour mieux comprendre ces éléments-là qui ne sont pas dans les données administratives, on est allé dépouiller les dossiers dans trois régions, dans trois DPJ, trois districts judiciaires. On est allé chercher des informations complémentaires dans les dossiers et puis on a aussi fait une analyse juridique qui a été pilotée par Carmen avec l'aide d'Alexandra et leur équipe, là. Dans l'analyse juridique, ils ont fait une analyse documentaire, la jurisprudence, la doctrine, une étude de cas aussi, des pratiques dans deux régions spécifiques, les pratiques judiciaires. Donc, elles vont pouvoir vous parler de ça là, un petit peu plus loin dans la présentation. Et notre quatrième objectif, et non le moindre, hein, c'était d'étudier l'interaction entre le social et le judiciaire, dans le fond. Puis, on s'y est pris, c'est Doris qui a piloté ce volet-là. On a fait des entrevues avec des avocats, avec des intervenants en protection de la jeunesse. On leur a demandé quelle était la nature de la collaboration entre les deux domaines, quels étaient les facteurs qui facilitaient la collaboration, qui nuisaient à la collaboration. Et puis, tant qu'à avoir ces personnes-là avec nous, ben, on en a profité aussi pour leur demander quels étaient leurs points de vue à elles sur euh, les facteurs qui sont en cause dans les délais qu'on observe.
Donc, Doris va vous présenter ça tout de suite après moi. Moi, je commence avec l'analyse quantitative, dans le fond. Euh, donc, la prochaine diapo, ce qu'elle nous montre, bon, c'est comme je vous disais tantôt, avant d'aller voir, avant d'aller mesurer les durées, on essaie de faire un portrait de la judiciarisation. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage d'enfants euh, qui sont pris en charge en protection de la jeunesse, donc pour qui il y a une application de mesure, le pourcentage pour qui il y a une judiciarisation. Donc, en 2000, pour les enfants qui ont eu une intervention en 2010, là, c'était 57 d'entre eux pour qui c'était judiciarisé. C'est descendu à 53 en 2015, puis c'est remonté à ce que c'était là, à 57 en 2020. Puis si on regarde parmi ce 57 d'enfants-là qui ont leur situation judiciarisée, bien, la très grande majorité, la judiciarisation survient très rapidement dans le processus, à l'étape de l'évaluation ou de l'orientation du signalement dans 81 des cas. Donc, avant même qu'on ait statué sur la compromission puis les mesures qui vont être appliquées, on judiciarise à cette étape-là. Puis l'autre partie, le 19 c'est ceux qui ont eu une judiciarisation un peu plus tardivement dans le processus, c'est-à-dire après une première tentative sous le régime volontaire. Ce que vous voyez, EMV, c'est entente sur mesure volontaire. C'est 19 des enfants judiciarisés qui sont dans cette situation-là. Après, ce qu'on a voulu faire, c'est que pour les enfants qui sont judiciarisés, euh, on a voulu décrire un peu quels étaient les types de procédures judiciaires que ces enfants-là allaient expérimenter. Quand il y a une judiciarisation, là, l'enfant peut expérimenter une ou plusieurs procédures judiciaires à travers tout son épisode d'intervention du DPJ. Ben, sans surprise, évidemment, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est les procédures. Chaque ligne représente un type de procédure. Euh, Tous les enfants, forcément, ont une procédure en compromission parce que ce sont tous des enfants qui ont été judiciarisés avec une application de mesure. Donc, une procédure en compromission, ça vise, dans le fond, à statuer sur le fait que les faits qui ont été signalés là, au moment du signalement compromettent la sécurité ou le développement de l'enfant. Donc, tous les enfants ont ces procédures-là au départ. Viennent ensuite les procédures en mesure provisoire qui touchent 76-74 des enfants là, à nos deux premiers temps de mesure, mais ça a augmenté à 81 des enfants en 2020. Viennent ensuite, là, c'est beaucoup moins fréquent. On retrouve les procédures en révision d'ordonnance, en prolongation d'ordonnance. Puis dans le bas du graphique totalement, on a les mesures en protection immédiate, là, ce qu'on appelait avant les mesures d'urgence. C'est assez marginal. En 2020, ça touchait 12 des enfants. Ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est qu'on a pris les deux types de procédures les plus fréquentes, c'est-à-dire celles en procédure provisoire puis celles en compromission. Puis on a essayé de voir, bien, à l'intérieur de ces procédures-là, jusqu'à quel point il y a des audiences puis des remises d'audience. C'est ce que vous voyez à l'écran présentement. Dans le graphique de gauche, ça concerne les mesures provisoires. Donc, la ligne bleue dans le bas du graphique, elle vous indique le pourcentage des mesures provisoires dans lesquelles il y a eu plusieurs remises d'audience. Donc, heureusement, c'est pas très fréquent. Ce sont des procédures provisoires, hein, fait on doit décider, on doit prendre une décision rapidement de manière provisoire. Alors, dans 1 à 2 des cas, ça l'a engendré plus qu'une remise. Par contre, quand on regarde la ligne verte du graphique, elle nous indique le pourcentage des procédures provisoires qui ont nécessité plusieurs audiences. Et là, c'était 6-7 en 2010-2015, puis il y a eu une augmentation marquée en 2022. Il y a donc plus de procédures provisoires pour lesquelles il y a eu plusieurs audiences. Le graphique de droite, oups, on revient en arrière. Il restait l'autre graphique. Donc, le graphique de droite, lui, présente un peu la même chose, mais pour les procédures en compromission. Donc, la ligne bleue nous indique encore ici là, 6 à 7 des procédures en compromission pour lesquelles il y a eu plusieurs remises d'audience. Puis la ligne verte, ça, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, c'est les pourcentages des procédures en compromission qui ont nécessité plusieurs audiences avant qu'on arrive à une décision sur le fond. Donc, c'était 37 en 2010, ça a augmenté à 50 des enfants, 50 des procédures en compromission, pardon.
pour lesquels là, il y avait plusieurs audiences avant la décision sur le fond. Ensuite, on arrive plus dans le cœur de l'étude, là, c'est-à-dire les durées de l'intervention en protection de la jeunesse. La première durée à laquelle on s'est intéressé, c'est la durée globale de l'intervention, donc à partir du signalement jusqu'à la fin de l'intervention du DPJ quand on statue il n'y a plus de compromission. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nombre de jours moyen de l'intervention. La ligne verte, c'est les interventions qui sont judiciarisées. Alors, bon, on n'était pas vraiment surpris, là. Quand la situation elle est judiciarisée, les durées sont plus longues que quand la situation elle est maintenue sous le régime volontaire tout du long. Donc, si on prend la ligne verte, on était à 620 jours pour l'intervention en moyenne en 2010. On a une augmentation à 631 jours en 2015. Et quand on regarde la ligne bleue, c'est les épisodes qui sont restés en mode volontaire, ben, c'est resté stable à 425 jours aux deux temps de mesure. Ça, c'est la durée globale de l'intervention en protection de la jeunesse. Si vous lisez notre rapport, vous allez voir qu'on a découpé cet épisode-là de l'intervention en toutes sortes de petites durées qu'on a pu mesurer. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse, mais ce qu'on trouvait intéressant ici, c'était de vous présenter, dans le fond, euh, il y a un certain nombre il y a certaines durées qui sont normées, que ce soit dans la loi de la protection de la jeunesse comme telle ou dans des standards ministériels. Donc, il y a des durées normées et celles qu'on a été capable de mesurer, ben, on l'a fait, puis on a mesuré le pourcentage de dépassement de la norme pour ces durées-là. Donc, au graphique, ce que vous voyez, chaque ligne représente un type de durée normée. Plus la ligne elle est haute dans le graphique, plus cette durée-là, elle est souvent dépassée. Donc, si on prend l'année 2020-2022, là, la durée qui est le plus souvent dépassée, c'est la durée des placements provisoires à l'étape de l'orientation. Ça, ce sont des placements qui ont lieu avant qu'on ait statué sur les mesures à appliquer. On a statué sur la compromission, euh, euh, mais on n'a pas décidé des mesures qu'on allait appliquer. La norme, c'est 2 fois 30 jours, donc 60 jours. Ce 60 jours-là, il est dépassé dans 62% des cas. Et c'est un dépassement qui est en hausse assez marqué. Là, ça l'a presque doublé depuis 2010, le dépassement de la durée là, des placements provisoires à l'orientation. Une durée qui est souvent dépassée aussi, c'est la durée de l'évaluation comme telle. Donc, le ministère, il y a une norme ministérielle qui dit que c'est 21 jours. C'est dépassé dans 52% des cas. Par contre, cette durée-là, ce dépassement-là, là, il n'est pas en augmentation. C'est relativement stable depuis 2010. Une autre durée qui est souvent dépassée, c'est la durée maximale de placement des 0 à 1 an, qui est de 12 mois. Elle est dépassée dans 50% des cas. Donc, ici, là, on n'a pas fait d'analyse plus poussée spécifiquement pour cette durée-là, mais on sait, d'après nos travaux antérieurs, que les enfants qui sont placés en très bas âge comme ça, ce sont souvent des enfants placés en banque mixte, c'est-à-dire dans une famille à vocation adoptive, euh, et donc qui sont vraiment stabilisés en famille d'accueil en vue d'adoption. Donc, c'est une petite nuance qu'on trouvait importante à apporter, là. Si vous voyez, les durées maximales de placement là, pour les enfants plus jeunes, plus vieux, c'est-à-dire ceux de 2 à 5 ans, ceux de 16 à 17 ans sont beaucoup moins souvent dépassés. 12% dans le cas des 2-5 ans, 3% dans le cas des plus vieux, 6-17 ans. Donc voilà, je pense que c'est ça que je voulais faire ressortir ici au niveau des dépassements. Et puis, pour terminer pour mon volet, ben, on a regardé quels étaient les facteurs qui étaient associés à la longueur de l'épisode. Et donc, on a identifié trois grands types de facteurs. Il y a des caractéristiques familiales, des caractéristiques du dossier social, puis des caractéristiques du dossier judiciaire. Au niveau des caractéristiques familiales, ben, les épisodes plus longs, ce sont les épisodes qui concernent des enfants plus jeunes, des enfants qui vivent en région urbaine ou dans certains districts judiciaires, les enfants qui sont en famille monoparentale et ceux qui sont suivis pour négligence ou pour un risque sérieux de négligence. Ce profil-là est associé vraiment là, à des épisodes plus longs.
Au niveau du dossier social, RTS, là, je m'excuse pour l'abréviation, là, c'est le réception et traitement du signalement. Donc, quand le traitement du signalement, là, avant même qu'on décide si on retient le signalement ou pas pour évaluation, quand cette étape-là est plus longue, quand il y a de l'attente avant le premier contact, que ce soit à l'évaluation ou à l'application des mesures, le plus que l'enfant cumule de journées sans avoir d'intervenant responsable assigné à son dossier à l'application des mesures, plus l'épisode en bout de ligne va être long. La présence d'une entente sur mesure volontaire, la présence d'un placement, c'est aussi associé à des épisodes plus longs. Ce qui est intéressant aussi, puis qu'on a pu aller chercher comme information là, dans notre dépouillement de dossier, c'est que les reports, chaque report de rencontre entre l'intervenant puis la famille tout au long de l'intervention, ben, ça finit par allonger de manière significative la durée de l'épisode comme tel. Les demandes d'expertise aussi sont associées à des épisodes plus longs. Ce qui est intéressant aussi dans notre analyse, c'est qu'on a pu distinguer, on a pu vérifier que c'est pas les difficultés psychosociales qui sont derrière ces demandes d'expertise-là qui sont en cause. Autrement dit, pour deux familles qui ont des profils de difficultés très similaires, ben, la famille pour qui il y aura eu une demande d'expertise va avoir un épisode plus long que celle pour qui il n'y aura pas eu de demande d'expertise. Ce qui nous fait penser que, dans le fond, dans les demandes d'expertise, ce qui occasionne c'est la durée ou le délai d'attente là, pour avoir l'expertise qui occasionne des épisodes plus longs. Au niveau du dossier judiciaire, il y a certains types de procédures qui sont associées à des dossiers plus longs, les procédures pro forma, les procédures externes, les procédures autres ou qu'on pourrait dire accessoires, là, sont associées à des épisodes plus longs, mais surtout, et ça c'est ressorti comme le déterminant, un des déterminants les plus forts de la durée de l'épisode, c'est la présence de remises qui, la plupart du temps, Alexandra va nous en parler un peu plus tantôt, là, sont dues à des conflits d'horaires. Donc, ça fait le tour pour le volet quantitatif. Je laisse la parole maintenant à Doris pour le volet qualitatif. Merci, Sonia. Oui, fait que je vais enchaîner dans le fond avec les principaux résultats du volet qualitatif. C'est un volet qui reposait sur des entretiens semi-dirigés. Donc, on avait 4 objectifs principaux à l'intérieur de ce volet-là. D'abord, de comprendre comment les deux systèmes social et juridiques interagissent en protection de la jeunesse, décrire aussi la qualité des interactions, de la collaboration entre les acteurs, donc essayer de dégager les facteurs ou les éléments qui favorisent la collaboration et ceux qui nuisent. On avait aussi comme objectif d'identifier les causes associées au délai dans la trajectoire de protection, toujours du point de vue là, des acteurs interrogés, puis de voir avec eux aussi qu'est-ce qu'ils identifiaient comme impact lié au délai. Donc, on a mené 66 entretiens individuels. 30 ont été réalisés auprès d'acteurs juridiques, donc auprès d'avocats qui travaillent au contentieux, à l'aide juridique ou qui pratiquent en cabinet privé. Et on avait aussi 36 acteurs du domaine social qui ont été interrogés, donc principalement des intervenants à l'évaluation ou à l'orientation, des intervenants de l'application des mesures et des réviseurs. Les entrevues ont été menées dans 3 régions du Québec, soit la capitale nationale, l'Estrie et Montérégie. Au niveau du premier objectif, d'abord, ce qu'on a constaté, c'est que les interactions entre les deux systèmes s'appuient sur des documents. Donc, là, on est vraiment dans la généralité. Là, c'était les questions là, de départ, à savoir un peu, on voulait identifier les contextes dans lesquels les interactions avaient lieu. Donc, il y a tout ce qui concerne les documents, les rapports psychosociaux, les rapports d'expertise, les procédures aussi. Ça peut être des procédures administratives, mais aussi tout le travail conjoint autour des ordonnances. Tout ce qui concerne aussi les approches théoriques qui font partie d'un terrain commun, donc connaître les enjeux associés, par exemple, au trauma, au développement, à l'attachement. Et évidemment, là, les textes législatifs, donc on pense spontanément à la loi de la protection de la jeunesse, mais il y a aussi d'autres lois là, qui viennent encadrer la pratique en PJ. Puis sinon, au-delà de ce matériel-là, là, qu'on pourrait dire un peu plus tangible, ben, on voit aussi que les interactions entre les acteurs vont prendre place dans des contextes plus spécifiques de pratique. Donc, tout ce qui concerne la consultation, le soutien, la préparation au tribunal, tout aussi les négociations ou la recherche d'arrangement entre les parties va solliciter quand même une approche collaborative.
Et finalement, les rôles professionnels, où ce que certains participants nous disaient qu'il y avait quand même la nécessité de connaître les ressources de l'autre domaine pour être capable de référer l'usager aux besoins. Ce qu'on remarque aussi, c'est que même si le social et le juridique sont quand même intrinsèquement liés en protection de la jeunesse, la quasi-totalité des participants qu'on a interrogés ont mentionné que le travail en interdisciplinarité a été peu soutenu par leur formation académique. Donc, on a d'un côté des intervenants qui disent avoir été très peu formés pour travailler avec des composantes et des exigences légales, puis d'un autre côté, des avocats qui ont reçu peu de formation sur les enjeux et les problématiques de nature psychosociale ou psychologique qui vont toucher leur clientèle, autant les parents que les enfants. Donc ça faisait quand même une certaine unanimité là, chez les participants. Si on regarde maintenant au niveau de la qualité des interactions, donc peut-être plus spécifiquement là, dans les éléments qui vont favoriser la collaboration puis le travail conjoint, on a ramassé tous les facteurs qui avaient été mentionnés, tous les éléments qui ont été discutés par les participants, puis on les a regroupés, dans le fond, en 5 facteurs principaux. Donc, on retrouve là, comme facteur facilitant mais la compréhension et le respect du rôle de l'autre, de celui de l'autre domaine. La communication aussi efficace et positive entre les acteurs qui va être facilitante. Le travail autour d'un objectif commun. Je ne lirai pas toutes les verbatims parce qu'on tenait à les insérer quand même dans la présentation, mais on n'a pas le temps de tous les lire malheureusement, mais je vais quand même prendre le temps d'en lire quelques-unes. Donc, travailler autour d'un objectif commun. Donc, un avocat du contentieux qui dit le fait que les intervenants psychosociaux nous consultent plutôt que juste nous imposer leur mandat, qu'ils nous invitent dans les discussions cliniques quand c'est nécessaire, puis qu'après ça, à l'inverse, que nous, on les accompagne plus, on offre plus de soutien, mais je pense que ça crée plus de cohésion. Sinon, il y avait toute la question de la proximité physique et géographique, donc à l'intérieur des bureaux même, mais aussi dans les petits tribunaux, il y en a qui mentionnaient que c'était plus facile de travailler conjointement quand on est proche finalement. Et comme 5e élément, il y avait là, tout ce qui concerne certaines qualités et attitudes personnelles qui font référence plus à des éléments individuels. Puis à l'inverse, ce qui va compliquer ou en tout cas qui va nuire à la collaboration et aux relations, toujours selon le point de vue des participants, c'est la méconnaissance du rôle de l'autre, donc un peu l'inverse de ce qu'on a vu tantôt. Les règles déontologiques aussi, qui sont quand même souvent mentionnées par les avocats, qui viennent limiter puis encadrer rigoureusement là, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les intervenants sociaux. Et il y a évidemment là, toute la surcharge de travail, le roulement élevé de personnel, le manque de ressources qui est identifié comme un élément qui complique un petit peu les choses. La question aussi des pratiques adversariales, ici, c'est des intervenants qui vont faire référence à toute la dimension du tribunal qui va être associée au fonctionnement là, du tribunal lui-même. Donc, une intervenante à l'évaluation qui dit c'est plus quand on arrive au contre-interrogatoire où en fait un des rôles des autres parties, quand ils ne sont pas d'accord avec notre position, c'est carrément de démolir notre crédibilité. Mais parfois, dans les comptes interrogatoires, il y a des sous-entendus, il y a toute la game du tribunal où là, on essaie de nous faire dire finalement qu'on a mal fait notre travail. Donc, c'est quand même un élément, les pratiques adversariales du tribunal qui peuvent mettre à mal un peu là, les relations entre les acteurs du juridique et du social. Et là encore, on retrouvait là, certaines qualités et attitudes personnelles. Si on tombe là, dans le volet sur les objectifs 3 et 4, qui étaient sur les causes, les impacts des délais, donc on a regardé avec les intervenants et les avocats comment eux expliquaient les délais. Ils identifient évidemment les remises d'audience, c'est un élément qui revient régulièrement, une planification non optimale aussi du temps de cours. Donc là, c'est intéressant, une avocate de l'aide juridique ou avocat, je n'ai pas le genre. Un gros problème, c'est, admettons qu'on se fixe une journée et que le temps est mal estimé à la base, mais là, on a commencé devant un juge qui est saisi, il faut qu'on continue devant le même juge, mais on manque de juges, donc ils sont déjà bookés pour les prochains mois. Donc là, on va continuer ce procès-là dans 3 mois parce qu'on a mal évalué le temps à la base. Et sinon, comme autre élément aussi, il y avait les difficultés de communication qui étaient évoquées également. La diapo, celle-ci, c'est la suite de l'autre. Dans le fond, ça continue avec des éléments identifiés comme étant des causes des délais. Le manque de ressources humaines principalement, mais aussi matérielles qui sont identifiés. Tous les problèmes de disponibilité des acteurs, la question finalement des agendas. Donc, une intervenante qui dit honnêtement, le problème, c'est les agendas, ce n'est pas la collaboration, c'est la disponibilité et les agendas judiciaires.
Et comme autre élément aussi, tout ce qui concerne les difficultés qui sont propres à la clientèle en protection de la jeunesse, qui peut contribuer au délai, le fait que les participants vont identifier un alourdissement, une complexification des cas qui sont traités en protection, mais aussi le fait que la clientèle qui rencontre souvent quand même plusieurs problèmes va rencontrer aussi des difficultés des fois dans les déplacements, dans l'organisation du temps, donc des éléments qui peuvent être identifiés comme participants au délai finalement. Euh, Toujours en lien avec les délais, mais cette fois-ci, en lien avec les impacts des délais. Donc, on a demandé aux participants qu'est-ce que ça avait comme impact finalement les délais sur la clientèle, sur les professionnels, sur le système même de la protection. Donc, ce qui est identifié, c'est les lacunes dans les services par rapport à la clientèle, un vide de service aussi là, que le délai va entraîner, mais aussi beaucoup un sentiment d'attente, du stress puis de l'incompréhension chez les parents puis chez les enfants. Donc, un avocat de l'aide juridique qui dit c'est lourd et stressant pour les enfants de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Quand il y a des remises, c'est catastrophique pour eux psychologiquement d'être maintenus dans ce stress-là, puis dans l'attente, de ne pas savoir ce qui va se passer. Un autre impact aussi, plus au niveau professionnel, c'est le fait que les délais vont alourdir la charge de travail parce que ça l'exige des mises à jour. Un autre avocat qui dit si on débute une audience et qu'on n'a pas le temps de terminer, on reporte 5-6 mois plus tard. La situation a le temps de changer pendant ce temps-là. Finalement, il faut quasiment recommencer l'audience parce que tout ce qui a été dit, ce n'est plus contemporain, ce n'est plus d'actualité. Donc, comme si le délai amenait finalement une surcharge. Puis finalement, ben, il y a l'impact sur tout le système de la protection, une espèce d'effet en cascade, là, des retards qui vont s'accumuler puis qui vont finir par affecter finalement toute la trajectoire là, de service. Donc voilà, je passe la parole à Alexandra pour le volet juridique. Merci beaucoup, Doris. Donc, j'essaie de changer la diapo, ça ne fonctionne pas. OK. Donc, rapidement, pour le rappel méthodologique, Sonia vous en a glissé un mot tantôt, je donne un petit peu plus de précision. Donc, sans surprise, bon, l'analyse juridique a été faite en partie à l'aide d'une analyse documentaire juridique très classique, là. Donc, on a étudié la loi, la jurisprudence et la doctrine sur la question des délais. Puis d'ailleurs, un des premiers constats qui s'est imposé quand on a fait cette recherche-là, c'est que la jurisprudence et la doctrine qui est disponible est très pauvre sur cette question-là. Donc, la question des délais est très peu analysée et étudiée du côté des juristes. Ensuite, deuxième volet méthodologique, on a procédé à une étude de cas qui visait à comprendre les pratiques judiciaires qui pouvaient influencer les délais et les durées. Puis on s'est concentré plus particulièrement sur certaines pratiques consensuelles, là, donc les projets d'entente et les conférences de règlement à l'amiable. Donc, si vous voyez l'acronyme CRA, en fait, ça va être plus rapide pour moi de le mentionner comme ça que de le dire au long. Euh, L'étude de cas, en fait, a été faite, c'est une étude intercite, là, donc on s'est vraiment concentré à l'étude de deux palais de justice en particulier, donc le palais de justice de Sherbrooke et le palais de justice de Longueuil. Euh, Puis, l'étude de cas s'est basée sur trois principales sources d'information. Donc, on a fait une analyse de dossiers judiciaires. Donc, pour le palais de justice de Sherbrooke, on a regardé des dossiers qui comportaient au moins un projet d'entente entre 2020 et 2022. Donc, on avait 50 dossiers étudiés. Du côté de Longueuil, on a regardé des dossiers qui comportaient au moins une demande de conférence de règlement à l'amiable entre 2020 et 2022. De ce côté-là, on a réussi à analyser 34 dossiers. On a aussi fait des entrevues de groupe avec des juges et des greffières. Puis finalement, l'étude de cas, on a pu la compléter avec des questions complémentaires qui avaient été posées par Doris dans le volet qualitatif aux intervenants judiciaires. Aussi, l'analyse juridique a été mobilisée de façon plus transversale au projet de recherche. Donc, on a fait des analyses de dossiers pairés avec Sonia. Donc, on a analysé 214 dossiers pour lesquels les dossiers judiciaires ont été pairés au dossier social. Puis, aussitôt dans la question du développement des grilles, par exemple, ou des outils, ou même de l'analyse des résultats, ben, le volet juridique a permis de soutenir, contextualiser et nuancer les résultats de la recherche. Pour commencer, on a regardé l'évolution des délais dans la loi. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment recenser l'ensemble des délais et leur évolution dans la loi sur la protection de la jeunesse depuis son adoption en 1977. Puis,
ce qu'on voit, c'est que dès l'adoption de la LPJ en 77, il y a vraiment une volonté de vouloir déjudiciariser le processus de protection. Il y a différents rapports aussi qui se sont intéressés à la question de la protection de la jeunesse et des délais. Donc, par exemple, en 1988, on avait le rapport Harvey qui s'est penché sur la question. Puis, dans ce rapport-là, on attirait déjà l'attention sur l'importance de faire le bon choix entre le régime de l'intervention sociale et de l'intervention judiciaire parce que c'est un choix qui, le fait de judiciariser ou pas, va être névralgique pour toute la suite du processus. Puis, ce qui nous a amené finalement à se poser la question, à savoir si les personnes intervenantes sont bien formées pour et bien outillées pour justement prendre la décision de judiciariser ou d'aller plus sur le régime euh, social et volontaire. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'aide à la décision qui est existante pour orienter les personnes à faire ce choix-là. Il y a déjà aussi en 88 des questionnements qui étaient soulevés aussi sur le caractère véritablement volontaire des ententes sur mesures volontaires, considérant que pour les familles, en fait, quand on est en interaction avec le DPJ, mais il y a tout le temps un peu la judiciarisation qui va rester au-dessus des têtes comme un épée de Damoclès. Donc, il y a tout le temps, il y avait déjà des questionnements sur les ententes sur mesures volontaires à cet effet-là. Des préoccupations similaires ont été ramenées de l'avant en 1992 dans le rapport Jasmin. Puis même encore aujourd'hui, dans le rapport qu'on vous présente, il y a encore des questionnements au niveau du consentement libre et éclairé à des mesures volontaires, mais dans ce cas-ci, on les soulève même plus au niveau des projets d'entente. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que toutes les modifications qui ont été faites au fil du temps dans la loi depuis 1977, l'objectif principal aussi, ça a été de réduire les taux de judiciarisation et de recourir le plus possible aux méthodes consensuelles. Euh, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que tous ces efforts-là qui ont été mis dans la loi, quand on va regarder, par exemple, les discours dans les débats parlementaires, on voit que cette volonté-là de vouloir déjudiciariser puis d'aller sur des méthodes consensuelles, c'est pas basé sur des données empiriques, mais c'est plus sur des croyances, en fait, qui sont véhiculées à l'intérieur du système. Ensuite, tu sais, ce qu'on voit en fait, au contraire, c'est que tu sais, les données empiriques, puis d'ailleurs les données de Sonia qu'elle a démontrées tantôt vont dans ce sens-là, c'est que même si on fait des efforts continus depuis plusieurs années pour essayer de déjudiciariser puis de favoriser les approches consensuelles, ben, les taux de judiciarisation vont rester relativement stables. Puis en fait, c'est que les méthodes consensuelles, ce qu'on voit, c'est que dans les faits, sont très peu utilisées, sous réserve des projets d'entente qui, eux, ont littéralement explosé depuis la pandémie. Mais mis à part ça, euh, c'est des méthodes qui sont moins utilisées, je vous dirais, de façon générale. Puis ce que ça soulève en fait comme question, c'est de savoir si les moyens qu'on met en place actuellement sont adéquats et efficaces pour favoriser la participation des familles compte tenu de leur profil, des défis qu'elles rencontrent et tout. Puis aussi, l'autre questionnement que ça va soulever, c'est est-ce qu'on a atteint un plafond de déjudiciarisation en contexte de DPJ, puis est-ce qu'il faut réduire à tout prix le taux de judiciarisation, ou justement, est-ce qu'on atteint ce fameux plafond-là, puis en fait, on peut juste pas en faire plus. Là, ensuite, je vais vous amener sur les conférences de règlement à l'amiable. Donc, vraiment, on retourne dans l'étude de cas. Là, ensuite, ce qu'on a confirmé, c'est par rapport au CRA, l'étude a confirmé que vraiment, c'est un mécanisme qui est apprécié de façon générale quand il est utilisé, mais qui est, somme toute, très peu utilisé dans les palais de justice. D'ailleurs, le palais de justice est supposé être un des palais qui en fait le plus. Puis, c'est confirmé d'ailleurs par exemple, dans les données de la Cour du Québec qui sont publiques, là, mais malgré le fait que c'est un palais de justice qui est réputé pour en faire beaucoup, on a réussi à trouver très peu de dossiers qui contenaient des demandes de CRA, là. Donc, par exemple, on avait un objectif d'en étudier 50, puis finalement, ce qu'on a pu faire, c'est seulement en étudier 34. Donc, après avoir dû écarter certains dossiers, on a pu étudier que 34 dossiers qui contenaient des demandes de CRA. Ensuite, pourquoi certains palais, à l'inverse, n'utilisent pas les CRA? Ben, je vous dirais que c'est majoritairement à cause du manque d'effectifs, donc le manque de juges surtout.
Parce qu'il faut garder en tête que si un juge tient une CRA puis que la CRA échoue, ben, le juge qui était saisi de la CRA ne peut plus être saisi du dossier par la suite. Donc, c'est sûr que si on a moins de juges, ben, ça complique un peu les choses. Par contre, quand on va faire des CRA, le principal avantage, c'est que le taux de succès est quand même très élevé. Donc, sur les 34 dossiers qu'on a étudiés, il y avait 24 demandes de CRA qui se sont soldées sur une entente. Puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, oui, les CRA vont présenter plusieurs avantages, mais leur effet sur les durées et les trajectoires vont être assez indirects. Donc, oui, ça va permettre de sauver et de libérer du temps de cours de façon générale. Donc, il y a un avantage qui est collectif parce que ça permettrait de traiter des dossiers qu'on n'aurait pas eu le temps de faire autrement, mais ça n'a pas une incidence directe sur sur le dossier sur la trajectoire, en fait, d'un enfant particulier. Ensuite, ce qu'il faut retenir au sujet des PE, des projets d'entente, là, j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps va commencer à me manquer. Mais en gros, c'est qu'on voit une explosion du nombre de projets d'entente depuis la pandémie. Puis d'ailleurs, à Sherbrooke, les données du MJQ, ce que ça nous disait, c'est que dernièrement, on est près de 50% des dossiers qui vont procéder sur projet d'entente. Donc, encore une fois, le principal avantage, c'est qu'on libère beaucoup de temps de cours parce que normalement, homologuer un projet d'entente, ça va prendre en général moins de 5 minutes. Par contre, il y a des enjeux déontologiques et éthiques qui sont assez importants liés au projet d'entente. Normalement, parce que les juges, depuis récemment, n'ont plus l'obligation de vérifier le consentement libre et éclairé. Ça reste un devoir, un pouvoir général des juges, mais c'est plus obligatoire. Aussi, les parents ne sont pas forcément représentés par avocat euh, au moment de la signature de l'entente, ce qui soulève la question de tout le rapport de force entre les parents et le DPJ. Puis aussi, il y a des acteurs qui ont souligné avoir l'impression de subir des pressions pour arriver à des projets d'entente ou encore devoir négocier les motifs de compromission, donc devoir laisser tomber certains motifs qui sont peut-être moins reconnus par les parents pour être capable d'arriver à une entente. Donc, au niveau des constats communs au CRA et au projet d'entente, ce qu'on voit, bon, je l'ai mentionné, mais que ça libère du temps de cours, mais ça n'a pas une incidence nécessairement sur la trajectoire des enfants. Puis, contrairement à la croyance populaire, les CRA et les projets d'entente n'ont pas forcément vocation à créer des solutions qui sont plus pérennes. Donc, que la solution ou la mesure prise résulte d'un jugement ou d'une entente, ben, au final, il va y avoir une échéance. Ça se peut qu'il y ait des faits nouveaux qui se produisent puis qui viennent à ressaisir le tribunal. Puis d'ailleurs, on voit que les CRA puis les projets d'entente vont revenir à peu près dans les mêmes proportions devant le tribunal pour se reprononcer en fait sur le dossier. Pour les gestions, on s'est aussi intéressé aux différents modes de gestion utilisés dans les palais. Ce qu'on voit aussi, c'est que le plus gros point ça permet d'assurer une meilleure planification du temps de cours. Par contre, c'est pas tout qui est utilisé. En gros, je vous résumerai ça les palais vont prendre en fait les modes de gestion qui cadrent avec leurs besoins le plus possible, quitte à en prioriser au profit de d'autres. Ils vont les adapter aussi. Donc, par exemple, à Longueuil, ben, c'est une juge qui fait l'ensemble des conférences de gestion. À Longueuil, en revanche, c'est les juges qui font chacun leur propre gestion. Ils vont aussi développer leur pratique en marge de ce qui est prévu par la loi. Donc, ils vont se développer leur propre pratique maison aussi pour répondre à leur réalité. Donc, je repasse la parole à Sonia pour les regards croisés. Parfait. Merci, Alexandra. Alors, pour le reste de la présentation, pour le 20 minutes qui nous reste, là, on va essayer avec vous de regarder ensemble qu'est-ce qui ressort de façon transversale là, de l'ensemble de nos relais d'analyse. Ce qui a été intéressant dans ce projet-là, c'est beaucoup les résultats qui font écho à d'autres d'un volet d'analyse à l'autre, là. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire ressortir ici. Puis, dans le fond, on revient pour ce bout de présentation-là sur les grandes questions auxquelles on voulait s'adresser dans ce projet-là. Puis, la première question, c'était ben, jusqu'à quel point on a recours à la judiciarisation, puis à quel moment la judiciarisation survient. Ben ça, on a des bons éléments de réponse à cette question-là. Donc, ce qu'on a vu tantôt, c'est il y a la moitié des prises en charge qui sont judiciarisées et que la judiciarisation survient assez rapidement dans le processus.
Donc, ça, ce que ça nous dit aussi, c'est que l'entente sur mesure volontaire, elle est relativement fréquente, puis elle atteint son but la plupart du temps parce que la moitié des cas ne sont suivis que sous le régime volontaire, le dossier est fermé, puis ça revient, c'est jamais judiciarisé. Euh, Et puis ça nous a amené à se poser la question, Alexandra en a parlé un petit peu tantôt, là, est-ce qu'on judiciarise trop ou est-ce qu'on judiciarise pas assez? On n'a pas vraiment de réponse à cette question-là. Puis c'est une question dans le volet qualitatif aussi que certains répondants ont soulevé, à savoir pourquoi dans certaines régions on a beaucoup recours aux méthodes consensuelles alors que dans d'autres régions, ça, je ne vous l'ai pas présenté, mais si vous allez voir dans notre rapport, il y a des grandes variations d'une région à l'autre dans le taux de judiciarisation. Et comme Alexandra le disait aussi, il ne semble pas y avoir d'outils d'aide à la judiciarisation pour les intervenants. Il n'y a pas de balise claire sur quels sont les critères qui justifient qu'on va judiciariser ou qu'on va maintenir le dossier sous le régime volontaire. Donc, ça nous apparaissait important de faire ressortir ce besoin-là. Hein. Notre but, c'était d'étudier les facteurs associés au délai judiciaire, mais les facteurs associés à la judiciarisation et à la décision de judiciariser, ça serait intéressant de les connaître aussi. Donc, des idées pour des recherches futures éventuellement. Puis l'autre chose aussi, c'est que le taux de judiciarisation, hein, il a pas diminué, il n'a pas vraiment augmenté non plus là, depuis 2010, mais en dépit de tous les efforts qu'on met en place depuis des années pour essayer de déjudiciariser, ben, le taux de judiciarisation ne baisse pas malgré tout. Alors, soit nos moyens, y atteignent, soit nos moyens, ils atteignent pas leur but là, de déjudiciariser, ou on a tout simplement atteint comme le maximum là, de mode volontaire qu'on peut avoir. Donc, c'est des questions qu'on soulève pour la discussion peut-être tantôt, si vous avez envie de commenter ça. Je pense que c'est à toi, Alex, hein? Oui, c'est à moi. Rapidement aussi, on a abordé c'était quoi la nature des procédures puis combien d'audiences ils sont attachés. Donc, ce qu'on voit, c'est que les procédures provisoires, en fait, sont généralisées, sont en augmentation. Ça, Sonia en a parlé tantôt. Il y a aussi d'autres pratiques qui sont en augmentation dans les dernières années, mais qui restent quand même peu fréquentes. Au final, je pense que ce qui doit vraiment ressortir, c'est qu'on a un processus judiciaire qui se complexifie, parce qu'on a vu les taux de judiciarisation sont restés quand même assez similaires, mais on voit qu'il y a plus de procédures provisoires, plus d'audiences, plus de remises. Donc, je pense qu'il y a des questions à se poser sur la complexification du processus qui s'est mis en branle dans les dernières années. Oups, pardon. Ensuite, à la question de quelles sont les durées des différentes étapes et quels enjeux sont associés à ces durées-là, ben, il y a une durée sur laquelle on voulait attirer votre attention. J'en ai pas parlé dans les diapos précédentes, mais c'est le temps qui s'écoule entre la décision SDC. Là, SDC, ça veut dire sécurité, développement, compromis. Donc, le temps qui s'écoule entre le moment où l'intervenant conclut qu'il y a compromission et le moment où l'intervenant décide de saisir le tribunal pour statuer, il s'écoule plus d'un mois entre ces deux moments-là. Puis, cette durée-là, elle n'est pas normée nulle part. On ne sait pas comment l'expliquer. On est capable de la quantifier, mais on n'est pas capable de la qualifier, cette durée-là. Est-ce que c'est le temps que l'intervenant doit prendre pour essayer de favoriser le régime volontaire, justement, puis d'essayer d'aller chercher l'engagement? Peut-être que certains d'entre vous auront des éléments de réponse. Peut-être aussi que c'est le temps que ça prend à l'intervenant pour préparer son dossier pour le tribunal. Alors, mais ça nous apparaissait questionnable, là, cette durée-là. Il faudrait s'y intéresser, je crois, d'autant plus que il s'écoule un autre 3 mois supplémentaires après, une fois que le tribunal est saisi, avant qu'on arrive à statuer sur les mesures qui vont être appliquées en bout de ligne. Donc, ça fait 4 mois au total. L'autre chose sur laquelle on voulait attirer votre attention, c'est que ben, il y a plusieurs durées normées qui sont souvent dépassées. Une qui est un petit peu préoccupante, c'est la durée active de l'évaluation. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand l'évaluation commence, là, la famille est au courant qu'il y a eu un signalement,
mais la famille ne sait pas s'il va avoir prise en charge, puis si la DPJ va rester impliquée dans sa famille. Donc, c'est un moment qui nous apparaissait particulièrement critique là, pour les familles, puis où on n'a vraiment pas avantage à faire durer ça trop longtemps. Ensuite, pour le placement provisoire, je pense qu'Alexandra, Ouais, tu voulais nous mentionner des trucs. ouais, exact. Donc, un autre durée qui est souvent dépassée, on l'a vu, c'est le placement provisoire. D'emblée, il faut dire que le placement provisoire, c'est un des délais, si c'est pas le délai qui a été le plus modifié du point de vue légal au fil des ans. Donc, puis d'ailleurs, toujours pour répondre à des impératifs de la pratique, soit les DPJ qui disaient que leurs intervenants avaient pas assez de temps pour rentrer dans les délais du provisoire, donc on allongeait, ou encore, c'est arrivé aussi que ce soit la magistrature qui disait manquer de temps, donc on a allongé aussi. Pour un ordre d'idée, là, on est passé d'un placement provisoire qui devait être de 21 jours. Ensuite, on est passé à 31 jours. On est passé après à 30 jours renouvelables une fois. Puis là, maintenant, on est à un placement provisoire qui est de 60 jours, mais qui peut être prolongé de façon illimitée si les parents y consentent ou pour un motif sérieux. D'ailleurs, suite à cette dernière modification-là, il y avait un député en études en commission parlementaire qui s'est inquiété justement que ça soit utilisé à outrance, cette utilisation-là, en fait, illimitée du placement provisoire au-delà du 60 jours. Puis, la ministre, à l'époque, avait répondu que ça serait une situation tout à fait exceptionnelle puis qu'il n'y avait pas trop lieu de s'inquiéter par rapport à ça. Sauf que les données, ce que ça nous dit justement au contraire, c'est que ben, le délai de 60 jours est dépassé dans 62% des cas. Donc clairement, c'est triste à dire, mais l'inquiétude de cette personne-là était fondée et on le voit, là, donc c'est assez inquiétant. Puis, c'est d'autant plus préoccupant parce que les dépassements des durées provisoires peuvent avoir un impact déterminant sur la trajectoire, puis le retour ou non de l'enfant dans son milieu familial, justement à cause que les placements provisoires vont être inclus dans les durées maximales de placement, là. Donc, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec la question. Puis aussi, la question des provisoires, c'est un peu, ça fait partie un peu des arguments quand on dit le système se nourrit de lui-même, là. Donc, vu qu'on a des placements provisoires qui sont longs, on laisse plus de chances à des faits nouveaux de se reproduire. Donc là, on ressaisit le tribunal qui, lui, plutôt que de se prononcer sur la compromission, va devoir refaire un jugement provisoire. Donc, c'est un petit peu une roue qui tourne qui fait en sorte que ça l'engorge le système, en fait, rendu à ce point-là. Ça, c'est juste une diapo de transition dans le fond, parce que là, dans les prochaines diapos, Alexandra puis Doris vont approfondir un petit peu, vont mettre la lumière sur des résultats de différentes sources qui viennent clarifier un petit peu, préciser, approfondir ce qu'on a trouvé dans le volet quantitatif que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce qui est en cause? Quels sont les facteurs qui entourent un peu ces délais-là? L'analyse quantitative nous en a donné quelques-uns là, mais dans les prochaines diapos, là, mes collègues vont aller un petit peu plus loin sur certains aspects plus particuliers là, de ces éléments-là. Oui, donc pour au niveau des motifs de remise, Sonia en avait parlé tantôt que c'était un facteur qui était associé à la durée de l'épisode. Donc on s'est intéressé plus particulièrement à ces motifs-là, c'est quoi le contexte, combien il y en a. D'ailleurs, ce qu'on a pu voir en fait, c'est dans l'étude de dossier Perret, sur 214 dossiers étudiés, il y avait presque 50% des dossiers qui avaient aucune demande de remise, donc 106 dossiers sur 214, ce qui peut être vu de façon quand même encourageante. Ensuite, le nombre de remises va varier d'un dossier à l'autre. Donc, je sais que le chiffre fait peur, là, mais le nombre de remises va varier entre 1 et 11 demandes de remise. Je vous rassure, le 11 est comme, c'est un cas d'exception, là, mais en général, 86% des dossiers vont avoir une ou deux demandes de remise. Ensuite, au niveau des impacts de ces remises-là, mais on voit que le délai moyen engendré par une remise est de 48 jours. Puis, on s'est intéressé finalement au motif qui est invoqué par les remises parce qu'on voit, tu sais, les gens disent souvent que les remises, tu sais, il y a beaucoup de remises dans les dossiers, donc on voulait voir c'était quoi les motifs invoqués. Ce qu'on voit, c'est que dans 27% des cas, c'est la question des conflits d'horaire qui va faire qu'on va demander une remise.
Aussi, dans 17% des cas, on va voir, par exemple, un avocat qui va demander du temps supplémentaire pour prendre connaissance de la preuve ou pour se préparer. Ça pourrait résulter, par exemple, du fait qu'il a reçu trop tardivement le rapport du DPJ, par exemple. Ça pourrait être un exemple. Aussi, dans 12% des cas, on a demandé une remise parce que les parties étaient en voie de convenir d'une entente. Donc, ce qui n'est pas forcément négatif, en fait, à ce compte-là. Puis dans 10% des cas, ce qu'on voyait aussi, c'était la maladie d'un des acteurs, donc le juge, le DPJ, une intervenante, peu importe, donc quelqu'un qui est malade, donc ça, c'est un petit peu dur d'aller contre ça. Puis il y a toute une autre liste, plein d'autres facteurs de motifs de remise qui ont été listés, qu'on ne vous met pas ici, mais en gros, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on n'a pas vraiment vu de motifs de remise qui étaient frivoles ou déraisonnables. Donc, c'est un peu ça qui ressort au niveau des remises. C'est bon. Fait que je continue toujours sur la question des délais, mais peut-être avec un certain pas de recul. Donc, quand on regarde l'ensemble dans les données des trois volets, là, quand on regarde l'ensemble des explications et des motifs associés au délai, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines causes qui sont mentionnées ou qui sont relevées dans les données qui sont vraiment plus de nature structurelle ou organisationnelle. Donc, tout ce qui concerne le manque de ressources, toute la question aussi des disponibilités, du roulement de personnel. Puis on a d'autre part des motifs qui vont être plus liés aux pratiques professionnelles, donc le recours fréquent aux remises, les difficultés ou les retards dans les communications, la planification aussi du temps de cours. On observe aussi que les causes identifiées sont souvent interreliées ou vont s'impacter une et l'autre. Donc, il y a certaines situations où oui, c'est une cause plus spécifiquement, mais on voit quand même qu'il y a souvent un effet domino finalement entre les causes elles-mêmes et qu'elles sont souvent reliées. Une autre chose aussi qu'on a constaté qui est quand même intéressante à relever, c'est le fait que les participants n'associent pas les délais rencontrés à des problèmes de collaboration entre les sphères sociales et juridiques de la protection de la jeunesse. Puis à ce niveau-là, c'est une question qu'on leur posait directement, à savoir est-ce que vous voyez un lien entre les délais socio-judiciaires et la collaboration entre les acteurs des deux milieux? Puis la plupart des participants identifiaient pas la collaboration comme étant un facteur associé au délai. Si on regarde plus spécifiquement là, les perceptions des acteurs en regard de la gestion des instances, bon, dans la gestion des instances, on rentre là, tout ce qui est pro forma, protocole d'instance. Ben, d'abord, on voit que les pratiques varient quand même considérablement d'un palais de justice à l'autre. Par contre, c'est toutes des mesures qui visent à mieux planifier le temps de cours. Ce qu'on regardait avec les acteurs, c'est est-ce que vous trouvez que les mesures de gestion de l'instance vont être efficaces pour réduire les délais? Puis là, à ce niveau-là, il y avait quand même des réponses là, qui différaient selon les répondants. Donc, certains disaient que oui, la gestion de l'instance permet de mieux prévoir et de gérer le temps de cours utilisé pour une cause. Certains ont souligné que c'est des mesures qui vont être aidantes là, dans les dossiers qui sont plus lourds et qui demandent plus de temps de cours. Puis à l'inverse, d'autres disaient non, ça vient plus encombrer le rôle et les agendas que d'autres choses. Ça nécessite aussi parfois de fixer deux dates, une pour le proforma, une pour le tribunal après. Puis que ça contribue finalement à créer d'autres délais. Fait qu'il y a comme un nœud là, qui était difficile là, à éclaircir, là, à savoir si ça avait un impact ou non. Par contre, au niveau des données quantitatives, ce qui a été noté, c'est qu'il n'y avait pas de lien qui était observé entre la présence de gestion d'instance au dossier et un délai supplémentaire. Si je reviens sur le grand objectif 4 de l'étude, dans le fond, qui était de regarder les interactions entre les domaines social et juridique en protection de la jeunesse, ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate, c'est que les relations et la collaboration sont généralement considérées positives par les participants. Donc, plusieurs vont parler de respect, de cordialité, d'échange d'expertise entre les acteurs. C'est des éléments qui étaient souvent mentionnés. On constatait aussi que les participants étaient en mesure d'identifier puis d'apprécier les contributions respectives. Donc, des intervenants qui mentionnent, qui apprécient le travail avec le volet juridique et l'inverse aussi là, des acteurs du juridique qui appréciaient travailler avec les intervenants sociaux. Donc, ça, c'était quand même un constat assez positif. On voit aussi qu'à l'unanimité, les acteurs du social et du juridique considère qu'il faut nécessairement travailler conjointement en protection de la jeunesse. Donc, il y avait cette idée-là, finalement, que le travail en interdisciplinarité, il est incontournable en protection de la jeunesse, là, évidemment, dans les contextes où il y a judiciarisation. Un autre constat aussi qui était commun partagé, puis je l'ai mentionné dans le volet qualitatif, c'est le fait que la formation académique des intervenants et des avocats les a très peu, voire même pas du tout préparés à travailler en interdisciplinarité.
Donc, une collaboration qui est considérée généralement positive, mais il y a quand même des défis là, qui sont mentionnés par les participants. D'abord, tout ce qui concerne la formation, on l'a mentionné, mais aussi l'absence ou en tout cas le manque plus globalement là, de lieux d'échange puis de lieux d'échange de connaissances, de transfert des connaissances aussi. C'est quelque chose qui est revenu dans les entretiens. Le fait aussi que la communication est complexifiée par des procédures et des restrictions déontologiques, ça vient limiter quand même les échanges puis les possibilités des fois de faire avancer plus vite certains dossiers. Toute la question du roulement puis du manque de personnel combiné à une charge de travail élevée, considérée aussi comme un défi important. Donc, c'est sûr que des gens qui sont toujours pressés ou qui ont une charge de cas élevée va avoir un impact aussi sur la façon de travailler de façon collaborative. Puis aussi un certain manque de connaissance des enjeux et problématiques des domaines respectifs. Donc, c'est sûr qu'une méconnaissance des enjeux que l'intervenant social rencontre pour l'avocat, puis l'inverse aussi, ben, ça peut amener quand même certaines tensions ou du moins des incompréhensions qui peuvent parfois compliquer un peu le travail puis les interactions. Donc voilà, ça fait le tour. Peut-être juste mentionner aussi, on l'a pas dit, on s'est pas attardé sur les pistes d'action et les recommandations, mais si vous allez dans le rapport, on a quand même pris une section là, à la fin pour essayer de mettre en lumière là, soit des éléments de réflexion ou des pistes d'action qui pourraient être mises en place là, pour améliorer les différents défis desquels on a discuté dans l'étude.